Donc, je rappelle aujourd'hui, le titre de la conférence, c'est les malaises éthiques vécus dans le service de soins dans la communauté, comme vous voyez déjà à l'écran. Et oui, on précise, c'est en santé mentale. Nos conférenciers aujourd'hui, ce sont Jacques Quintin et Marie-Claude Jacques. Jacques Quintin est professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, où il enseigne l'éthique clinique. Il s'intéresse à l'éthique dans divers contextes de pratique, notamment dans le contexte de la relation d'aide. Et Marie-Claude Jacques, elle est professeure à l'École des sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. Elle possède une expérience clinique en santé mentale et en itinérance. Ses travaux de recherche portent sur l'expérience des clientèles marginalisées, par exemple en itinérance, toxicomanie, santé mentale, personnes judiciarisées. Et c'est en lien aussi avec les services sociaux et de santé. Voilà pour mon petit laïus et je cède la parole à nos conférenciers. Merci. OK, mais merci pour la présentation. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, aujourd'hui, la conférence est sur les malaises éthiques dans la pratique en santé mentale dans la communauté. En fait, j'ai eu ce projet-là. J'ai demandé à Marie-Claude, Nadine et Claude d'y participer. Juste préciser, les 4 chercheurs, on a de l'expérience sur le terrain en santé mentale. Et aujourd'hui, pour Marie-Claude a travaillé sur le terrain en itinérance. Et moi, j'ai travaillé sur le terrain dès les années 80. Le CIM, à ce moment-là, n'existait pas, ni le CIV, ni les équipes itinérance, mais je faisais les 3, si vous voulez, en un. Je peux me vanter, j'étais le premier au Québec, probablement, d'exercer ce service-là. Donc, ça fait à peu près 35 ans. Donc, diapositive suivante, on va faire quand même les objectifs. Donc, un peu d'histoire. Aussi, on va aborder l'éthique et la pratique en santé mentale dans la communauté. Après ça, on va vraiment parler de notre étude sur les malaises éthiques dans ce contexte-là, puis la particularité des malaises éthiques, puis finalement les approches des malaises éthiques et leurs conséquences. Puis après ça, une conclusion, là, on va aborder peut-être, pas peut-être, les pistes de solutions, les recommandations, et donc c'est ça. Alors, bien humblement, on espère que ça va vous aider dans votre pratique, dans le soutien de vos équipes et dans votre enseignement. Donc, un peu d'histoire, dans le fond, vous savez, depuis justement une trentaine d'années, de plus en plus de services s'offrent dans la communauté. Et évidemment, ça pose des enjeux qui ne sont pas les mêmes que dans le milieu hospitalier, pour le dire comme ça. Et finalement, ce qui n'a pas évolué, on va dire, c'est vraiment la réflexion éthique dans les milieux communautaires. On est encore à réfléchir à des enjeux de la communauté avec quelque chose qui a été pensé pour le milieu hospitalier. Donc, ça crée un petit peu des difficultés et en fait, c'est notre point de départ, ça, de notre recherche. Donc, dans le fond, en milieu communautaire, dans le fond, c'est ça, je viens de le dire, l'éthique est pensée vraiment sur le modèle de l'éthique biomédicale, l'éthique clinique et de la santé publique, et ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. Alors, c'est quoi l'éthique biomédicale? Dans le fond, on peut dire, c'est une question de définition, là, on peut ne pas être d'accord, mais grosso modo, l'éthique biomédicale, on peut dire, c'est les grands enjeux, par exemple, d'euthanasie, les thérapies génétiques, la question de l'avortement. Ça, c'est vraiment des enjeux biomédicaux. Ensuite, l'éthique clinique, c'est vraiment ce qui se passe au chevet du patient. Donc, au patient ou avec la famille. Et puis ensuite, l'éthique de la santé publique, le plus bel exemple, c'est la COVID, tous les enjeux éthiques qui sont présentés durant la COVID. Et c'est vraiment des enjeux beaucoup autour de la sécurité publique et tout en même temps en tension avec la liberté des gens. Donc,
grosso modo, des enjeux éthiques, on peut le définir de bien des façons, mais si on veut faire ça court quand même un petit peu, on peut dire que c'est quand il y a des valeurs ou des principes moraux qui sont mis en jeu dans une situation et qui posent justement eux-mêmes, qui posent des questions. Souvent, les principes sont là pour nous aider, mais là, on arrive dans des situations, ils posent eux-mêmes leurs questions. Donc, un dilemme, c'est quand on est pris entre deux valeurs, deux principes qui valent autant, mais on est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce, si vous voulez dire. Mais on peut parler aussi de tensions éthiques, de conflits éthiques. Et donc, c'est important parce que ce n'est pas tous les conflits éthiques qui sont des dilemmes. Mais dans l'éducation, on les présente souvent comme ça. Et ça fait souvent appel à des principes éthiques, respect de l'autonomie, bienfaisance, non-bienfaisance, justice. Ce sont les principaux principes qu'on enseigne souvent, mais justement, ces principes-là ne sont pas suffisants lorsqu'on arrive dans le milieu communautaire et ça ne permet pas de nous aider. Après ça, bien finalement, c'est les prises de décision. Il existe, si vous voulez, des différents modèles pour aider les gens à prendre à les accompagner dans la réflexion éthique. Donc, ici, on a mis un modèle, mais il y en a bien d'autres. Moi-même, j'en ai créé un et je dis tout le temps de façon très arrogante que c'est le meilleur parce que, j'ai raison. Et parce que dans tous les autres modèles, on n'aborde pas la question du sens. Et dans mon modèle, on aborde la question du sens et c'est là que ça se joue. Donc, ce n'est pas juste réfléchir sur des principes, des valeurs, on va dire, entre guillemets, abstraites. C'est vraiment le sens qui se dégage dans l'histoire des gens, dans la façon qu'ils racontent leur vie. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à m'écrire, je pourrais vous donner la référence. Donc, la première problématique, dans le fond, c'est le soutien en éthique pour le contexte de soins à domicile. C'est quelque chose qui est peu développé. Donc, on est parti de ça. Ensuite de ça, je l'ai dit tantôt, l'éthique est pensée sur le modèle bioéthique, de l'éthique clinique puis de la santé publique, qui ne sont pas vraiment les meilleurs modèles dans ce contexte-là. Et les situations où il y a un enjeu ne sont pas d'emblée abordées comme des problèmes éthiques par les soignants et les intervenants. Et la raison est tout simplement parce que les problèmes éthiques sont perçus en tant que problèmes cliniques. Donc, on va dire, par exemple, ben, c'est bon pour lui, c'est thérapeutique. Je veux bien, mais c'est surtout un raisonnement, on va dire, clinique. Marie-Claude, tu peux avancer la diapo. Donc, on tend à les aborder, si vous voulez, en fait, soit ces problèmes-là ou ces situations avec son expertise de clinicien, mais aussi avec les normes professionnelles et les normes déontologiques aussi. Donc, il y a une conséquence, c'est que les malaises persistent. En fait, c'est ça notre problématique première, c'est que les gens ils ont toutes sortes d'outils, mais les outils ne sont pas adaptés au contexte communautaire. Puis on va le voir tantôt, communautaire, où c'est vraiment la particularité, c'est plutôt très complexe et chaotique. Donc, alors, un malaise éthique, on s'est donné une définition, vous ne trouverez pas ça dans la littérature, là. On définit comme un inconfort ressenti face à une situation où les solutions usuelles, donc cliniques, non professionnelles, légales, déontologiques, ne suffisent pas. Et non seulement ils ne suffisent pas, mais ce sont ces mêmes règles-là qui nous mettent un peu dans le trouble, on va dire comme ça, qui limitent notre réflexion. Et souvent, je dis aux gens, mais pourquoi vous posez la question de telle façon? Si on la posait autrement, le problème se présente différemment. Donc, souvent, on est piégé par nos normes qu'on a apprises. On va dire ça comme ça. Donc, ça nous amène à notre étude. Et là, je vais laisser la parole à Marie-Claude. Et puis, je vais reprendre tantôt. Bonjour tout le monde. Ben, merci d'être là en si grand nombre. Donc, Jacques vient de vous exposer un peu ce qui nous préoccupait comme chercheurs par rapport aux enjeux éthiques, puis comment le contexte de soins en santé mentale dans la communauté amenait toutes sortes d'enjeux, puis qu'on voyait qu'il y avait des choses qui étaient mal répondues pour les intervenants qui travaillent dans ce contexte-là.
Donc, nous, ce qui nous intéressait pour cette recherche-là, on avait 3 objectifs principaux. Premièrement, d'expliciter les questions raisonnement éthique que soulèvent certaines situations rencontrant l'intérêt de la prestation des soins santé mentale dans la communauté. Donc, c'est quoi finalement, quel genre de problèmes auxquels les intervenants font face, quelles questions sont soulevées. Clarifier les effets de ces situations-là sur le vécu des intervenants, puis de décrire les stratégies mises en place pour essayer d'y répondre. Donc, quand ils font face à un malaise éthique, qu'est-ce que les intervenants font ou tentent de faire pour soulager leur malaise? Pour y arriver, on a fait une étude qualitative, donc avec un devis de théorisation ancré. Donc, ça, c'est, sans aller dans les détails techniques, c'est vraiment une méthode de recherche qui permet de mettre en lumière des processus. Donc, nous, on s'intéresse au processus de vivre un malaise éthique et de tenter d'y répondre. Donc, on voulait voir ce qu'il y avait là-dedans, aller creuser ça en profondeur. Donc, on a fait des groupes focalisés. Donc, on a rencontré 7 équipes en santé mentale qui œuvraient en itinérance. Puis, c'était toujours co-animé à 2 chercheurs là, de notre équipe. Les rencontres duraient environ 2 heures par équipe. On a rencontré la plupart des équipes à 2 reprises. Puis ensuite, on a fait beaucoup de temps à analyser, discuter, voir ce qu'il y avait là-dedans. Puis, je ne cacherai pas que c'était très, très, très riche ce qu'on a trouvé. Alors, vous allez vraiment avoir un aperçu aujourd'hui de tout ce qu'on a appris en faisant cette recherche-là. Donc, plus précisément, les résultats, ils s'articulent en 3 sections là, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, les particularités des malaises éthiques dans la communauté. Jacques vous parlait tout à l'heure d'éthique clinique là, qui est au chevet du patient. Puis, on voit tout de suite l'image quand on est à l'hôpital en soins physiques. Tous les patients sont tous pareils, ils ont toutes une jaquette sur le dos. Il y a comme l'environnement physique est toujours le même. Tout est très contrôlé, très normé. Puis, dès qu'on arrive à domicile, c'est complètement différent. Toutes ces normes-là tombent. C'est toujours dans l'imprévu. Vous allez voir que c'est très différent. Et c'est ce qui fait que ça amène des situations particulières. Donc, on va le décrire, ce contexte d'intervention-là. Puis, de voir de quelle façon les intervenants approchent les malaises éthiques, puis un peu les conséquences qui surviennent selon les approches que les intervenants choisissent ou sont capables de faire. Alors, premier volet, à partir de la prochaine diapositive, je vais vous exposer des situations telles que racontées par les participants de notre recherche. Je dois vous informer que vous entendrez peut-être des choses surprenantes ou même choquantes. Donc, je vous demande de ne pas juger. Le but, c'est vraiment de s'immerger un peu dans c'est quoi ce vécu-là, puis d'essayer de vous mettre à la place là, des personnes qui ont vécu les situations. Première situation. C'est une intervenante qui est au parc. Je suis au parc avec mes enfants et un patient arrive et commence à balancer la petite fille. On se rappelle que c'est un patient qui a des problèmes de santé mentale. C'est tous des intervenants en santé mentale. Je ne suis vraiment pas bien dans mon intimité. Je ne voulais pas lui dire de s'en aller pour ne pas le vexer parce que ça reste un être humain. Je le respecte en tant que personne, mais souvent, même moi-même, aller voir des patients entrer très loin dans leur intimité, je le fais sans aucun problème, mais je trouve qu'on peut aller loin parfois. Ça peut aller de donner des médicaments à un patient qui est dans son bain. Donc, tous les enjeux de partage de l'intimité, quand on est à domicile, on est chez les gens, puis versus eux peuvent entrer dans notre intimité parce qu'ils vivent dans la même communauté que nous. Donc, quelle est la bonne façon d'agir quand je rencontre un client par hasard en dehors de mes heures de travail? Un exemple de question. Deuxième situation. Donc, c'est toute la question des transports en auto. Donc, je ne sais pas s'il y a des intervenants dans la salle qui ont déjà eu ou souvent transportent des clients dans leur voiture. Puis ça vous amène parfois des questions au sein de votre équipe. Donc, ici, dans la situation, la personne racontait « J'ai l'impression parfois que j'essaie juste de me convaincre que je ne suis pas juste un taxi. » Il pourrait prendre un taxi, je pourrais l'encadrer en lui disant qu'on peut le faire une fois par mois, par exemple, et que ça se limite à ça. Mais là, j'ai pitié car je sais qu'il n'a pas d'argent, je ne veux pas lui faire payer 15 $ pour un taxi.
Donc, je me dis que je le compte comme une activité, une intervention, puis je vais me convaincre que c'est thérapeutique. Donc, vous voyez un peu le tableau. Alors, comment décider à qui je fais un transport dans mon véhicule et à qui je dis non? Hein, parce qu'il y a des enjeux aussi par rapport à ça. Puis pourquoi je fais un transport, pourquoi j'en ferais pas? Donc, c'est des questions, beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Autre situation, les personnes qui refusent les soins ou services. Donc, la cliente, elle nous expose des refus. Elle ne veut rien savoir de nos services. Probablement, peut-être un symptôme, mais à quel point on doit respecter ça? Mais est-ce qu'elle n'est pas juste décompensée? Alors, que faire quand le respect du refus de traitement et de suivi contribue à la détérioration de l'état mental et physique de la cliente? Donc, on voit qu'on est ici dans comment respecter les choix, puis en même temps protéger une personne. Autre situation, c'est tous les enjeux avec les personnes, la clientèle avec des troubles de personnalité, problèmes de comportement, consommation de drogue, donc qui ont des effets sur le comportement et même de l'agressivité et violence. Donc, l'intervenante ici, je dis au féminin ou masculin, je ne m'en souviens pas, vous voyez, c'est tout anonymisé, disait je me vois moins bien servir le client parce que je n'ai pas le goût, il y a un peu ça, je dois me protéger moi-même. Est-ce que je dois continuer à visiter un client qui me fait peur, même s'il ne s'est rien jamais passé de grave? Autre situation. Je reçois un pot de miel d'un individu et c'est lui qui le fait. Je sais que personnellement, si je ne le prends pas, ça va peut-être briser le lien, car pour lui, c'est sa valorisation. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais été malade sur un pot de miel ou sur un pot de miel. Je suis très ouvert à le prendre, mais pour l'un d'autres clients, je n'aurais pas été à l'aise. Par exemple, je reçois le collier d'une dame, mais à certains moments, je vais dire oui. Donc, tout l'enjeu des cadeaux versus les obligations déontologiques versus quand on est chez les gens qui nous font des cadeaux, des personnes que ça a pris parfois des semaines à créer un lien de confiance avec la personne, un lien significatif, puis là, elle veut nous faire un cadeau. Donc, ce n'est pas toujours évident. Dois-je absolument refuser un cadeau d'un client avec qui il a été très difficile de développer un lien? Parce que les codes de déontologie sont assez clairs. Là, ça dit essentiellement de refuser les cadeaux. Ça c'est écrit noir sur blanc, mais dans la réalité, ce n'est pas nécessairement comme ça que les intervenants le vivent. Ensuite, donc, c'est une situation DPJ. Donc, ils réussissent, ils arrivent dans le fond, chez une cliente, puis dans le fond, l'enfant est seul. Donc, à la maison, un assez jeune enfant. Donc, finalement, ils ont rejoint la mère, elle s'en vient, mais elle n'était vraiment pas là. Est-ce qu'on doit informer la DPJ qu'elle a laissé un enfant en bas âge tout seul à la maison? Donc, c'est des questions qui tournent dans notre tête. On n'a pas, l'enfant n'a pas été laissé là, mais bon, c'est une nouvelle cliente, je dois-tu briser le lien de confiance? Donc, je viens de la rencontrer, puis je vais tout de suite mettre la DPJ sur ma cliente. Donc, c'est des grosses questions. Est-ce que je dois dénoncer? Ensuite, client ici qui avait vraiment tendance à accumuler de la nourriture, puis des choses très avariées qu'il a gardées dans son réfrigérateur, puis il mangeait aussi. Donc, ça inquiétait beaucoup l'équipe qui suivait la personne parce qu'il avait peur qu'elle se rende malade, qu'elle s'intoxique, et avec raison, là, les inquiétudes étaient très justifiées. Donc, il refusait. Donc, il y avait un fruit du dragon vraiment pourri là, dans son frigo. Puis, elle était vraiment, elle dit, ben, il faut le jeter. Puis, elle se sentait pas mal de le jeter, mais elle s'est dit, sinon, ils vont le manger, mais c'est à lui. Donc, en tout cas, vous voyez un peu, là, c'est une infirmière, fait qu'elle pose beaucoup de questions sur les aspects très spécifiques à la santé, évidemment. Donc, la dangerosité n'est pas immédiate. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a une arme qui a vu s'en prendre à quelqu'un en particulier. Donc, jusqu'où on veut aller, mais c'est quand même dangereux. Puis, donc, ça a été une situation vraiment pas évidente ici. Autre situation, quand on accompagne les clients, donc dans des situations de vie. Donc, on va faire l'épicerie avec nos patients. Il y a la liste d'épicerie.
Puis là, le client demande si on peut arrêter au dépanneur en revenant pour acheter une caisse de bière ou aller à la SAQ pour acheter de l'alcool fort. Donc, là, c'est on avait des équipes très en milieu un petit peu plus rural. Donc, quand il y en a le client faire ses commissions, ben là, c'était là que ça se passait. Puis c'est pour ça que le client prenait la chance de demander. Donc, je dis oui ou je refuse. Au nom de quoi, d'ailleurs, je dis oui ou je refuse. Donc, voilà pour ça. Donc, ça vous donne une idée un peu du type de situation là, très, très particulière, très liée au fait que les intervenants sont dans la vie des personnes. Donc, je vais approfondir un peu plus avec vous. Là, ça, c'est des exemples plus concrets, mais nous, comment on a un peu schématisé ce contexte d'intervention-là, puis pourquoi il y a une certaine complexité qui est très différente, dans le fond, vous le voyez, là, du cadre médical avec tous nos patients couchés au lit avec une jaquette habillée pareil, qui se lève à la même heure, qui mange à la même heure. Là, on n'est vraiment pas dans ça. Donc, le premier aspect là, du contexte d'intervention, c'est qu'à la base, c'est de la clientèle essentiellement psychiatrique, c'est-à-dire que pour la plupart des équipes, le critère pour entrer dans le service, c'est d'avoir un problème de santé mentale. C'est le critère 1. Donc, à la base, c'est un critère biomédical presque. Mais par contre, dans la réalité, c'est de la clientèle aux multifacettes, là, qui va avoir toutes sortes de besoins psychosociaux, grande pauvreté, isolement social, des problèmes de personnalité, de consommation, et puis tout son entourage là, qui peut être plus ou moins problématique. Puis ensuite, ben, cette clientèle-là, on la rencontre dans son milieu de vie, puis dans un quotidien imprévisible. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer à chaque fois qu'on va visiter quelqu'un. C'est dans sa maison, dans son appartement, dans son lieu d'hébergement. Ça a des effets sur une relation qui va avoir ses particularités. Si on suit plusieurs semaines une personne chez elle, ben, on rentre dans son intimité, on développe des liens différents parce qu'on voit comment elle vit, on voit les personnes qui l'entourent et tout ça. Puis, il y avait un peu l'aspect que certains abordaient parasitaire. Dans le fond, il est pogné avec moi, le client. Puis ensuite, ben, comme c'est à domicile, l'intervenant, souvent, il est seul. Hein? Il y a personne. Des fois, il faut prendre des décisions ou les prendre rapidement, puis il faut la prendre seul. Il n'y a personne. Donc, il y a une grande élasticité du cadre d'intervention. Hein? Personne ne nous voit. On peut dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Ultimement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, puis ça ne sera jamais su. Puis, il y a une nécessité que le cadre soit élastique, soit dit en passant. C'est normal aussi. Il y a la possibilité de transgresser, il y a la notion de coercion, hein, visiter quelqu'un qui ne veut pas, par exemple, des choses comme ça. Puis, il y a les enjeux de respect de la personne, promotion de son autonomie, tout ça, qui rentre là-dedans. Ensuite, ben, le résultat de ce contexte-là, ça crée un milieu ou un contexte qui est propice à l'émergence de situations qui sont aux limites de l'entendement ou parfois chaotiques. Donc, je viens de vous donner toutes sortes d'exemples qui allaient de choses très simples. Là. J'ai un client qui me dit bonjour dans la rue versus jusqu'à quel point je continue à suivre un client qui me fait peur. Vous voyez qu'il y a un peu toutes sortes de choses. Là. Puis parfois, des situations assez réalistes là, qui peuvent survenir puis qu'on n'a jamais vues. Nous, dans nos entretiens, on a rencontré des intervenants qui travaillaient depuis 25-30 ans, puis même encore, dans les moments récents, il y avait encore des situations qu'ils n'avaient jamais pensé qu'ils pouvaient se produire. Donc, il y a toujours de la nouveauté. Donc, les situations, nous, on les regroupait essentiellement là, en 5 catégories. Donc, la première, c'est les menaces à l'autonomie de la personne. Donc, jusqu'à quel point on oblige quelqu'un qui ne veut pas nécessairement nous voir ou qui ne répond pas, combien de fois je vais aller cogner chez eux, puis l'obliger à un suivi, par exemple. Respecter ses choix personnels. Hein, notre client tout à l'heure qui voulait garder des choses pourries dans son frigo, ben, ça peut être à quel point on respecte ça, par exemple. Il y a tous les enjeux de dignité et maintien de la vie humaine qui touchent les risques à sa santé, mais aussi à sa dignité. Là, par exemple, il y a une équipe qui suivait un client qui avait des vêtements très, très usés, puis qui dévoilait quand même ses parties intimes, puis qui refusait là, d'avoir des nouveaux vêtements. Donc, puis ça mettait vraiment les intervenants mal à l'aise pour la personne, mais ils n'arrivaient pas à le convaincre.
Les enjeux de violence et dangerosité. Donc, est-ce que c'est tolérance zéro, la violence? Qu'est-ce que ça veut dire zéro? Ou d'un autre côté, bien, si on arrête de le suivre, bien, c'est comme abandonner le client parce que c'est quand même des gens qui ont des très, très grands besoins de soins et services. Puis si nous, on ne les suit pas, bien, il n'y a plus personne qui va s'en occuper. C'est des situations très fragiles, très graves. Ensuite, il y a l'enjeu d'intensité de la relation que ça peut prendre. Hein. On est chez les gens, on les rencontre longtemps, on est exposé à leur environnement, on rencontre des membres de leur famille. Puis, il y a un attachement qui s'installe. Ça reste une relation d'humain à humain qui est là. Puis, enfin, le choc normatif. Donc, là, j'expliquais, je donnais l'exemple des normes de salubrité. Donc, si vous faites du suivi à domicile, vous pouvez avoir vu toutes sortes de situations de gravité là, au plan de soit le ménage n'est pas fait jusqu'à de la grande insalubrité. Puis, on s'habitue à ça. Hein? Puis là, c'est quand des fois quelqu'un arrive nouveau dans l'équipe que là, on voit qu'on n'a pas le même seuil de tolérance que le citoyen commun. Donc, par exemple, si vous accueillez un stagiaire ou s'il y a une nouvelle personne dans l'équipe qui travaille dans un tout autre domaine, puis qu'elle arrive chez le client, puis pour vous, c'est comme normal ou pas si grave, puis eux, ils vont être scandalisés. Fait que bref, les normes de qui, hein? Puis là, il y a aussi des normes, ensuite, le service des incendies, peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord non plus à avoir l'état d'un appartement, il y a de la dangerosité, il y a plein de choses. Voilà. Alors, c'est un peu tout ce genre de situation-là qui va déclencher un malaise éthique, donc qui sont très liés au contexte que je vous ai présenté au début. Puis maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que les intervenants font pour finalement soulager hein, le malaise? Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qu'on a observé, nous, dans nos entretiens avec les équipes? Bien, donc, on constate un malaise éthique. Puis, ben, la première chose, le réflexe courant, c'est de l'interpréter comme un problème clinique ou déontologique. Puis là, on réfléchit à la conséquence anticipée, puis c'est souvent ça qui va faire prendre la décision. Donc, si je reprends l'exemple je vais vous parler un petit peu plus de conséquences. Si je prends l'exemple de la personne tout à l'heure, le client, il fait du miel, il donne un pot de miel à l'intervenante en cadeau. Ben, déontologiquement, bon, ben, je le refuse. Puis pour certains intervenants, ça va être bien facile. Là, ils refusent, puis c'est tout. Puis pour d'autres, pour toutes sortes de raisons, c'est plus difficile. Donc, on réfléchit à la conséquence. Si je l'accepte, c'est une faute déontologique. Si je le refuse, là, je suis correcte déontologiquement, mais mon client, j'ai un lien précieux qui a été difficile à bâtir, puis c'est un manque de respect à la limite, donc c'est pas si évident. Donc, on réfléchit à la conséquence. Si je dis oui, si je dis non, qu'est-ce qui arrive? C'est ce qui va aider à prendre la décision. L'autre option, c'est rien faire. De dire, bon, je constate que cette situation-là me met mal à l'aise. Par exemple, le client qui a des vêtements très, très abîmés, puis il refuse de changer de vêtements, ben, je vais rien faire. Puis, ça peut nous laisser avec un malaise éthique persistant parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, au niveau de la dignité de la personne et son bien-être. Ou ça se peut aussi qu'avec le temps, juste le temps, les choses se règlent d'elles-mêmes, que tout à coup, finalement, après 2 mois, le client se tente, puis il arrive un incident qui fait que finalement, il décide de changer ses vêtements, puis la situation s'est réglée sans que l'intervenant ait eu à forcer quelque chose ou à faire quelque chose avec lequel il n'était pas à l'aise. Puis, la dernière approche, là, là, on est vraiment plus dans une réflexion au plan éthique. Donc, on constate là, que c'est éthique. Le problème, ce n'est pas purement clinique ou déontologique. Puis, il y a plusieurs, je dirais, niveaux de réflexion là, qui peuvent être associés à ça. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais vous parler, je reviens un petit peu plus sur la notion de conséquences. Je vais juste cliquer ici. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on fait une réflexion en fonction des conséquences, qu'est-ce que ça peut faire, puis pourquoi ça crée un malaise éthique. Donc ici, c'est un exemple que j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Donc, j'amène mon client à l'épicerie avec mon véhicule où je le laisse s'organiser. Parce que dans les faits, le client, il serait capable par lui-même d'appeler un taxi et d'aller faire son épicerie. Donc, c'est un milieu un petit peu rural, il ne peut pas marcher, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Mais ça coûte 15 $, puis c'est quand même un gros montant pour des gens qui vivent sur l'aide sociale. Donc, ici,
vous voyez la première colonne, on réfléchit, on anticipe les conséquences. Donc, si je dis non, je ne le fais pas, il va payer 15 $, c'est vraiment cher. Mais là, ça, c'est la conséquence. Ça ne se justifie pas thérapeutiquement. Vous n'êtes pas intervenant pour aller faire le taxi. Mais par contre, vous pouvez dire, ben, quand même, ça serait bien pour lui. Il va pouvoir avoir de l'argent pour d'autres choses. Puis, quand même, ça pourrait valoir la peine, c'est quand même pour son bien. Donc, éventuellement, on va se dire, ben, c'est thérapeutique, hein, parce que de toute façon, je passe du temps dans l'auto pour l'évaluer, je peux l'observer. C'est un moment où on travaille le lien de confiance. Donc, l'intervenant se donne des raisons, dans le fond, pour que ça se sentir un peu moins mal là, avec sa décision qui, finalement, est juste de faire le taxi. Mais bon, c'est là que le malaise s'installe. Donc, sur le coup, il va être soulagé. J'y ai donné un livre, il a sauvé 15 $, je suis content. Mais finalement, il y a aussi, ben, je me sens utilisée un peu. Là. Je ne suis pas juste un taxi. C'est des coûts pour le réseau parce que moi, le kilométrage est payé par mon employeur. Puis là, ensuite, il y a l'équité envers mes autres clients. Pourquoi lui, je fais un livre puis pas aux autres? Donc, finalement, l'impact thérapeutique réel ici, il est faible parce que le client n'a pas besoin de ça au plan thérapeutique, mais d'un autre côté, ça a un impact très positif sur son budget. Fait que vous voyez qu'il y a plein de choses juste dans « j'amène ou pas mon client à l'épicerie en auto ». Fait que on comprend un peu le malaise puis un peu comment l'idée des conséquences amène la réflexion chez les personnes. Puis, ça crée finalement un nouveau malaise, peu importe la décision qu'on prend. Puis, c'est aussi de continuer à vivre avec une incertitude. Hein, ça tourne dans la tête des intervenants. C'est un peu comme ça qu'ils nous en parlaient. Ils restent hantés par la situation parce que peu importe la décision qu'ils ont prise, il reste un inconfort, il reste un malaise. Puis, là, c'est sûr que faire un transport à un client, ce n'est pas quelque chose de très confrontant là, versus d'autres situations où finalement, on a installé quelqu'un contre son gré, puis là, on n'était quand même pas sûr. Toutes les atteintes là, à la liberté là, qui peuvent venir chercher. Puis là, il y en a qui vivent avec des conséquences là, psychologiques ou de la détresse importante là, dans des situations où il y a eu des choses plus graves qui se sont passées. Alors, l'autre volet, hein, c'est vraiment la question de la réflexion éthique. Donc, l'idée un peu, c'est en allant l'aborder d'une façon éthique, c'est d'espérer que on ne reste pas dans le malaise éthique. Alors, nous, on a identifié je dirais 4 façons de le faire, puis il n'y a vraiment pas d'enjeu qu'il y a des façons plus ou moins bonnes. C'est juste notre observation qu'on a fait en écoutant ce que les participants de recherche nous ont raconté. Donc, le premier, c'est rester figé. Donc, c'est vraiment de dire, ben, il y a peut-être un problème éthique, mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Il y a juste comme rien, là. Puis moi, je ne connais pas ça, puis on n'est pas formé, donc il se passe juste rien ici à ce niveau-là. Puis on va juste s'occuper du côté clinique, puis le volet éthique, il va être comme ignoré, même s'il y a une certaine conscience là, qu'il y a peut-être quelque chose d'éthique dans la situation. Ensuite, dans l'autre façon, on va éviter d'ouvrir sur l'éthique. Donc, c'est de banaliser le raisonnement éthique, c'est de ne pas avoir envie de le faire. On sent que ça serait nécessaire, mais là, vraiment, c'est de s'exposer. Hein. Si on en parle à ses collègues, on montre un peu notre vulnérabilité. C'est la façon dont les participants nous le disaient. Puis de rester... finalement, de dire, ben, je manque de temps de toute façon, fait que je n'irai pas plus loin. Fait que là, c'est pas vraiment un refus, là, comme dans la première façon de l'aborder, mais c'est comme, il y a trop de contraintes à l'aborder, je vais le dire comme ça. La troisième façon, c'est une approche de la réflexion éthique. Donc là, oui, c'est évident pour la personne, il y a vraiment un volet éthique à ça, c'est pas clinique, mais c'est quand même, ça va ensemble. On ne peut pas les séparer. Il y a une reconnaissance de l'enjeu éthique, puis là, ça va être nommé vraiment clairement, puis il y a peut-être même une question, un problème qui va être formulé dans la tête de la personne ou en discutant avec ses collègues ou ses superviseurs cliniques.
Puis, la façon là, plus approfondie, là, nous, qu'on a observé, c'est quand on s'en va jusqu'à une réflexion sur les principes qu'on a vu tout à l'heure, l'autonomie, la bienfaisance, des choses comme ça. Et là, vraiment, on va identifier les principes éthiques qui sont en jeu. Donc, l'autonomie de la personne, par exemple, ou les valeurs. Puis, il y a une valorisation de la réflexion en profondeur, soit entre collègues ou avec soi-même. On se donne le temps, on est en auto, entre deux endroits, on réfléchit et tout ça. Alors, voilà les volets de l'approche de la réflexion éthique qu'on a vue. C'est la fin de la partie résultat de notre projet de recherche et je passe la parole à mon collègue Jacques qui va vous amener à la conclusion. Oui. Dès que je réussis à changer la diapo. Bon. OK. Donc, on assiste à une compréhension approfondie de la construction des malaises éthiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement nommés, mais vraiment, on voyait une volonté d'approfondir. Et ensuite de ça, on observe les intervenants qui, justement, œuvrent en santé mentale dans la communauté, bien vraiment dans un contexte d'intervention singulier. Je crois que on vous l'a bien présenté. Et les principes éthiques, légaux, justement développés dans un contexte hospitalier, on va dire ça comme ça, répondent plutôt difficilement aux enjeux qu'on rencontre dans la communauté, situations qui sont majoritairement psychosociales et avec de multifacettes. Et le vécu des intervenants, justement, en lien avec les situations éthiques, en fait, est peu abordé comparativement à d'autres secteurs. Donc, nous, on a fait une revue de littérature. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. C'est encore un champ en émergence. Donc, comme recommandation, bien évidemment, on parle de formation pour les intervenants, mais là, vous allez dire, bien, il y en a déjà effectivement. Mais c'est une formation qui est beaucoup plus, je dirais, déontologique, légale. Et c'est justement ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cette formation-là de base, mais c'est nettement insuffisant. Donc, ensuite de ça, une formation qui permet aussi de mieux départager les problèmes éthiques des problèmes cliniques. Donc, de ne pas réfléchir seulement à l'intérieur d'un cadre clinique, par exemple, ben ça, on va faire ça parce que c'est thérapeutique. Évidemment, ça se défend parce que c'est thérapeutique, mais ça n'épuise pas tous les enjeux éthiques parce que c'est thérapeutique. Et ça peut même générer d'autres questionnements éthiques. Donc, former des superviseurs cliniques afin justement qu'ils puissent aider les intervenants et les équipes à cheminer dans leur réflexion éthique. Et aussi de former une personne qui aurait un rôle de facilitateur en éthique. Et là, en fait, je vais y aller avec le point suivant, puis on va les articuler les deux ensemble. Donc, éthicien ou éthicienne, tu rappelles, on peut penser au comité d'éthique. Et là, il faut faire une distinction. Quand on parle d'un rôle facilitateur, c'est-à-dire, excusez-moi, en fait, il y a un exemple en Norvège. Donc, c'est vraiment quelqu'un dans l'équipe qui va lui-même sur le terrain, qui connaît très bien la réalité, mais qui a, on va dire, une expertise ou un intérêt prononcé pour les enjeux éthiques pour leur propre réalité. Évidemment, dans certains établissements, il y a des éthiciens sur appel. On peut penser aussi au comité d'éthique. Mais si on prend l'exemple du grand CIUS, imaginez toutes les équipes, le nombre de personnes, et vous devez comprendre que dans une journée, une seule personne peut rencontrer 5-6 situations tout à fait chaotiques qui soulèvent beaucoup d'enjeux éthiques. Donc, référer à un comité d'éthique ou même à une personne désignée, comme dans certains hôpitaux, ça serait impossible. On parle de 50, 60 problèmes éthiques sur une base quotidienne. Puis on l'a dit tantôt, Marie-Claude, même si ça fait 20 ans qu'on travaille dans le milieu, il y a toujours des journées, il y arrive des situations qui nous prennent de court, c'est nouveau.
Et bon, évidemment, ça n'empêche pas les gens de fonctionner et de poser des choix, mais il demeure quand même qu'ils ont toujours des questions, et c'est très sain. Et le jour qu'on ne se posera plus de questions, on pourra se poser des questions sur la qualité des interventions. Donc, c'est pour ça que les gens n'ont pas nécessairement besoin de répondre, mais ils ont surtout besoin d'en parler, de partager entre eux, de créer un espace dans les équipes, un temps pour en parler et qui ne soit pas strictement dans une perspective justement clinique. Donc, de prendre un temps, puis il n'y aura pas nécessairement de réponse, mais juste le fait d'en parler, c'est formateur. Juste nous, quand on a fait notre recherche, juste le fait de faire la recherche, il y a des équipes qui nous ont dit juste d'avoir fait l'exercice, déjà pour eux, c'était aidant. Donc, peut-être la diapositive suivante. Bon, pour les recherches futures, bien, écoutez, c'est sûr qu'il faudrait, bon, ce serait souhaitable d'explorer davantage les retombées positives qui peuvent être générées justement par la gestion des problématiques au quotidien à l'intérieur même des équipes traitantes. Donc, il faudra peut-être voir, même si en Norvège, il y a des recherches qui ont été faites dans ce sens-là, jusqu'où c'est aidant. Nous, dans une ancienne, ou bien, une étude antérieure, on a fait, c'est ce que les équipes nous disaient, oui, c'est bien beau, mais qui va faire ce travail-là? Tout le monde a le nez collé sur la situation, on manque de recul, et donc c'est un enjeu. Et après ça, ben, d'explorer davantage sur le vécu, les stratégies, les enjeux éthiques, justement, liés aux frontières entre le thérapeutique et le personnel en santé mentale dans la communauté. Donc, pour terminer, écoutez, un objectif à se donner, ben, dans le fond, c'est devenir confortable dans l'inconfort. Je m'explique. Et en médecine, de façon générale, je dis tout le temps, les médecins, c'est des spécialistes de l'incertitude. Ils font ça à journée longue, mais ils ne font pas n'importe quoi. Ben, en éthique, c'est pareil, mais les gens voudraient avoir des certitudes. Non, c'est de l'incertitude, mais quand on aborde ces situations-là où il y a beaucoup d'incertitudes, on devient plus confortable avec l'inconfort. Donc, la meilleure façon, la meilleure formation, on parlait de formation tantôt, c'est de plonger dedans, mais plonger en ne se privant pas de réfléchir et puis, ce n'est pas juste réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire, mais ça peut être, c'est quoi la liberté? C'est important de respecter la liberté des gens, mais c'est quoi? Puis, par exemple, au nom de la liberté, qu'est-ce que je fais subir aux patients ou aux clients? Donc, c'est des genres de questions qu'on peut se poser. Et donc, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça. Puis l'inconfort, je me répète peut-être, la meilleure façon de se rendre un peu plus confortable, c'est d'en parler.